France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans les 1000 vies de l'écrivain Romain Gary, ces années américaines occupent une place à part. Consul général de France à Los Angeles de 1956 à 1960, il observe, il apprend, il s'imprègne de cette Amérique qui ne parvient jusqu'à nous à cette époque que par les lointains échos de la musique et du cinéma. Il tire de cette expérience américaine un roman largement consacré à la question raciale, Chien blanc, un ouvrage publié en 1970. C'est ce qui lui vaut une invitation au micro d'Alain Bosquet pour le numéro de l'émission Paradoxe que vous allez entendre dans un instant. Connaissances et méconnaissances mutuelles entre France et Amérique sont au programme de cet entretien qui s'attarde aussi évidemment sur les inégalités et la question raciale. Un sujet plus que brûlant, 2 ans seulement après les émeutes qui suivaient l'assassinat de Martin Luther King. C'était le 9 juin 1970. Romain Gary, nous allons faire quelque chose que nous ne faisons pas à cette émission, qui consiste, vous le savez, à essayer de déterminer un peu les contradictions internes d'un personnage, d'un écrivain, de le mettre un peu en confrontation avec lui-même. Et la raison pour laquelle je voudrais faire une exception, c'est que je termine la lecture d'un livre absolument fracassant de justesse, de verve et d'information, qu'est votre Chien blanc, qui est un livre en grande partie sur l'Amérique. Je voudrais d'abord vous demander comment ça se fait que les Français qui s'intéressent à l'Amérique à fond, qui ont une manière américaine d'adorer, disons, notre mythologie actuelle, est en partie américaine, les westerns, etc., le mode de vie qui change. Comment se fait-il que nous connaissions si mal l'Amérique et que leurs préjugés sur ce continent soit aussi extraordinaire? C'est un mystère pour moi comme pour vous. Je constate en tout cas qu'à mesure que les distances diminuent, que l'information est instantanée, paraît-il, jamais l'Amérique n'a moins connu et compris la France, et jamais la France n'a moins compris l'Amérique. Les raisons sont probablement multiples. La principale, sans doute, est la rapidité du changement de l'Amérique. Vous le savez mieux que moi, l'Amérique d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, n'a presque aucun rapport, ou très peu de rapport, avec l'Amérique d'aujourd'hui. Si bien que l'Amérique, elle, en ce qui concerne la France, vit sur un certain nombre de clichés confortables, lesquels eux aussi sont en train de changer, mais nous alors, nous y sommes en plein, en ce sens que nous voyons encore l'Amérique de papa, l'Amérique acquise. On ne voit pas le détail du changement, on ne s'aperçoit presque pas du passage d'une étape à l'autre. Et nous sommes déphasés, et encore peut-on se demander si vraiment les clichés acquis de l'Amérique tels que nous les pratiquions existaient en réalité. Notre vision de l'Amérique, superficielle, a été dans une très grande mesure créée par le cinéma. Or, cette vision s'est effondrée pour la raison même pour laquelle le cinéma américain s'est effondré. Ce cinéma américain lui-même représentait une Amérique qui n'était plus valable, qui était dépassée, qui ne reflétait plus les réalités d'aujourd'hui. Si bien qu'il y a eu si je puis dire, deux écarts. L'un de la réalité par rapport au cinéma tel qu'elle était reflétée dans le cinéma américain, évidemment multiplié encore par l'influence que ce cinéma américain a exercée sur nous, en donnant une image de plus en plus fausse
de l'Amérique. Oui, comment se fait-il que quand même cette image continue à se perpétuer d'une Amérique qui serait d'abord sotte, qui serait confortable, qui ne comprendrait rien à rien, qui serait douillette dans son confort, etc. Par comparaison à cela, comment se fait-il que l'Amérique a, disons, de la France officielle et de la France moins officielle, des idées, je dirais, presque plus arriérées encore? Moi, je crois que la raison est très simple, c'est que d'abord, dans toute connaissance d'un pays, il y a un élément dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'élément traditionnel de cliché. Nous avions déjà au départ, dans la mesure où nous en avions une vision fausse et très superficielle de l'Amérique, quant à la vision de l'Américain telle qu'il voyait la France, c'est encore pire. Par exemple, la France, telle qu'elle était connue en Amérique, elle était connue de qui depuis 50 ans? Elle était connue d'une minorité privilégiée d'Américains dits pratiquement de café society, de gens riches, de world travelers, de gens qui venaient régulièrement en France et qui, eux, allaient chercher la France qu'ils avaient déjà en eux au départ, la France de bons vins, de bons restaurants, de la Côte d'Azur, etc. Mais c'est nettement une vision de classe de la France. Même chose, et encore plus, pour l'Amérique en France, en ce sens que ce que nous voyons, nous, de l'Amérique, c'était encore plus faux pour une raison extrêmement simple, c'est que nous n'allions pas en Amérique. Quel était le tourisme de masse français en Amérique? Rien du tout, littéralement rien du tout. Donc, avec quoi, de quelle manière l'image de l'Amérique s'est-elle formée en France? Par la manière la plus bête et la plus superficielle, c'est-à-dire littéralement par le cinéma, qui, nous l'avons déjà vu, est faux au départ, est dépassé, et qui, lui aussi, ne présente à l'Amérique qu'une image fausse de l'Amérique. Et deuxièmement, par quelque chose de plus totalement faux, si je puis dire, c'est un certain nombre de préjugés défavorables créés au départ par un complexe d'infériorité croissant. C'est-à-dire que nous avons vu en Amérique essentiellement une puissance qui nous a supplantés dans le monde, puisqu'il y a 40 ans encore, la France était la première puissance mondiale avant la guerre, ou tout au moins, militairement parlé, c'était considéré comme la plus forte puissance du monde. Autrement dit, il y a eu une interpénétration entre la France et l'Amérique par des clichés, par des gens conventionnels porteurs de ces clichés, lesquels les gens ont perdu leur influence dans ce pays respectif. Autrement dit, la classe dirigeante américaine, qui avait une certaine idée de la France, et en plus un certain amour de la France, il faut bien dire, a pratiquement disparu comme influence politique en Amérique. Et en France, réciproquement, les préjugés superficiels que nous avons acquis au cours de 40 ou 50 dernières années étaient basés sur quelque chose qui, en Amérique, n'existait plus depuis longtemps. Et, plus, l'antipathie certaine de tout pays qui, en 40 ans, a subi notre histoire, dans le sens, il faut bien dire, déclinant au point de vue puissance, par rapport à un pays qui a suivi le sens exactement inversé et opposé, c'est-à-dire qui est passé à une très grande puissance. Alors, tout cela aboutit à deux formes de connaissances basées sur des psychologies légèrement traumatisées et très fortement déformées. Qu'est-ce qu'est pour nous et qu'est-ce qu'est en réalité ce capitalisme? Quelles sont ses limites? Quels sont ses bienfaits? Et quels sont à l'intérieur du pays, ce qui je crois est capital, car c'est tout à fait différent de la France, disons ceci simplement, la présence de l'État. Je voudrais simplement faire remarquer ceci, c'est que là-bas, très peu de choses sont fédérales, c'est-à-dire à l'échelle nationale, c'est essentiel, et que deuxièmement aussi, le pouvoir tout de même du président est un pouvoir limité à 4 ans, nous le savons aussi, limité en réalité probablement aux 10 premiers mois de sa première présidence. Il y a 3 réponses que vous avez d'ailleurs exposées sous forme de questions. La première chose, lorsque nous pensons en France à l'Amérique, nous pensons à une Amérique comme nous passons à la France, avec les différents États plus ou moins équivalents de nos départements. Or, il n'en est absolument rien. Il faudrait pratiquement souvent penser à l'Amérique en termes dans lesquels nous pensons à l'Europe.
en ce sens que l'indépendance des États est si puissante, tellement grande par rapport au pouvoir fédéral, c'est-à-dire national, que nous l'avons vu lorsque le président des États-Unis, John Kennedy, a été assassiné à Dallas. Ce n'est pas la police nationale qui a mené l'enquête, mais la police locale de Dallas. Les puissances fédérales de Washington n'avaient aucun droit de regard sur l'enquête. Cette puissance des États est une chose que nous négligeons complètement, et nous oublions que, malgré les grands principes directeurs et de forces intérieures, psychologiques et spirituelles très puissantes, l'Amérique est caractérisée, non pas parce que nous avons toujours cru l'uniformité, c'est le grand cliché de la France sur l'américain, l'uniformité, mais par la diversité. C'est un pays extraordinairement varié, précisément par les caractéristiques très variées de chacun des États qui le composent. Et deuxièmement, nous n'avons aucune compréhension du capitalisme américain, en ce sens que nous passons au capitalisme en termes marxistes, plus ou moins. Ce qu'on oublie, c'est que le capitalisme fait partie très profondément, non seulement du mode de vie américain, mais de la psychologie américaine, et je vous en apporte la preuve. Lorsque les panthères noires, dont je parle dans Chien blanc dans mon livre, se sont brusquement convertis au maoïsme, c'est-à-dire à la révolution anticapitaliste, et ils ont perdu la compréhension des masses noires américaines, parce que les masses noires américaines, ils ne demandent pas le socialisme, elles ne demandent pas le partage égal, elles veulent s'enrichir, elles veulent du capital, elles veulent être capitalistes. Et le grand reproche qu'ils font au communisme, les Noirs en Amérique, c'est que le communisme est encore un truc des Blancs pour empêcher les Noirs américains de, comme ils disent, se faire rembourser. Parce que ce que les Noirs américains réclament, c'est se faire rembourser 2 siècles au cours duquel ils ont construit l'Amérique, physiquement, et ont vraiment bâti l'Amérique, et ils n'ont pas été payés. Et vous avez même des mouvements américains qui sont basés sur le principe du remboursement capitaliste aux Noirs de ce que les Blancs leur doivent, avec 11% d'intérêt annuel. C'est vous dire que c'est extraordinaire de précision. Vous voyez, autrement dit, la masse américaine, ça peut changer, évidemment. La masse américaine et le capitalisme ont des rapports de symbiose que nous ne pouvons absolument pas comprendre ici. Romain Gary, parlons un peu de ce complexe ou de cette puissance de l'économie. Voulez-vous que l'on parle précisément de ce pouvoir économique qui est à l'extérieur, disons, qui est complètement scindé d'avec le pouvoir politique. Et par là même, il faut bien le dire, le pouvoir politique est, disons, un peu sous la férule tout de même des puissances économiques. Cela va de pair. Il y a à cet égard un bicéphalisme en Amérique. La puissance de l'argent n'est pas, ou n'a pas été jusqu'à présent, ça change petit à petit, n'a jamais été du côté de l'État. Le gouvernement américain, et d'ailleurs on le voit dans la vie des partis politiques, le gouvernement américain n'existe très souvent que par la bonne volonté, point de vue financier, j'entends moyen d'action financier, pendant les campagnes électorales et autres, que par la bonne volonté des bailleurs de fonds. Ce qu'on oublie, c'est que, alors que chez nous, le capitalisme est suspect, est toujours suspect, quoi qu'il fasse, et sujet à caution, on s'en méfie. En Amérique, c'est la nature. Il faut bien, tant qu'on ne l'aura pas compris, je sais bien que ça va changer, pour une raison que j'indiquerai plus tard, mais en Amérique, le capitalisme, c'était la nature. Ce n'est pas simplement une sociologie, c'est une psychologie, c'est une mentalité, c'est une attitude envers la vie. Le gouvernement, il se trouve en 1970 dans cette situation extraordinaire qu'il est obligé très souvent d'employer des moyens de persuasion. On l'a vu au moment du conflit entre Kennedy et les rois de l'acier, comme on dit ici. C'est-à-dire que Kennedy a été obligé de traiter avec eux, de négocier avec eux, de plaider avec eux pour les empêcher de faire monter le prix de l'acier. Mais là où cela va très loin, et c'est un exemple qui va vraiment permettre de mettre le doigt sur le côté monstrueux et absurde jusqu'où ça peut aller, c'est la mafia. Eh bien, aujourd'hui, vous savez que la mafia, ça on le sait, on le sait seulement depuis quelques années, représente en Amérique la première puissance économique des États-Unis. Incontestablement,
le chiffre d'affaires et les bénéfices de la mafia, c'est-à-dire du syndicat... 14 milliards de dollars, je crois. ...représentent la totalité des bénéfices des plus grandes sociétés américaines, y compris General Motors, United Steel, Ford, Dupont du Nemours et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, vous représentez ce que ça veut dire. Autrement dit, aujourd'hui, paraissent en Amérique des livres de professeurs d'université qui disent au gouvernement américain: il n'y a plus pour vous qu'une façon de vous arranger avec la mafia, c'est de traiter avec eux comme on traite entre des États différents, de conclure des traités avec la mafia pour circonscrire leur domaine d'opération et notamment prévenir la corruption politique. C'est ainsi, et ainsi d'ailleurs, que petit à petit, la mafia tend, par exemple, à ne plus faire du trafic de drogue sous pression. Mais on part de véritables négociations de puissance à puissance pour délimiter le terrain sur lequel pourrait s'exercer l'activité de la mafia. Et pourquoi ? Et pourquoi ce cancer ? Mais parce que précisément, le gouvernement américain est obligé, dans un monde où le contrôle est la règle, il est obligé de respecter la règle du jeu capitaliste. Autrement dit, dans cette espèce de libéralisme hérité du 19e siècle, tant que la mafia sait jouer le jeu, parce qu'elle a toujours des façades légales, des avocats et des affaires, ça, on ne peut pas la toucher. Elle devient touchable, par exemple, la chose la plus comique du monde, vous avez lu dans les journaux que Lansky, qui est un des plus grands gangsters d'Amérique, le dernier de Chicago avec 3 ou 4 autres, qui est le maître de Floride, le maître économique et politique par là même de la Floride, et qui est un gangster, vient enfin d'être arrêté. Mais arrêté pourquoi ? Vous savez pourquoi il a été arrêté ? Parce qu'on a trouvé sur lui 3 ou 4 pastilles de somnifères que nous avons tous dans nos poches. Or, en Amérique, vous n'avez pas le droit d'avoir de barbiturique sans prescription médicale. Ça dépend des États, d'ailleurs. Oui, à Floride. Et c'est le seul prétexte que l'on a trouvé pour arrêter le plus grand gangster américain. Il y a d'ailleurs un précédent célèbre, puisqu'Al Capone a été arrêté pour fraude fiscale et qui n'a jamais été arrêté pour le moindre de ses crimes. Aucun des grands gangsters qui sont en prison n'ont pratiquement été arrêtés pour autre chose que fraude fiscale. Voulez-vous que nous parlions tout de même d'un des bienfaits extérieurs, en tout cas, de ce capitalisme et de ce système qui amène de plus en plus d'abus, c'est évident. Je veux parler d'une chose que sont les universités, les galeries d'art, les musées, les hôpitaux, tout ce qui vit des donations personnelles contre un certain dégrèvement d'impôts d'ailleurs. Cette générosité qu'a l'Américain qui a réussi et qui considère qu'une grande partie de son argent va non seulement à ses actionnaires ni à sa famille, mais automatiquement au bien public. Il faut néanmoins dire qu'en 1970, ça ne suffit pas. Et précisément dans la mesure où les hôpitaux, les musées, les galeries d'art, les 20 manifestations que l'on peut imaginer de la vie culturelle, les concerts, les salles symphoniques, etc., les salles de concert, sont toujours issus de donations privées, vous avez 2 dangers là. Le premier danger, c'est que l'avenir culturel de l'Amérique, et même son présent déjà, sont liés à la prospérité et aux bénéfices. Autrement dit que dans la mesure où les bénéfices baissent, où les actions baissent, la générosité par la force des choses diminue, et vous voyez aujourd'hui de grosses difficultés dans lesquelles commencent à se débattre certaines universités, certains musées et d'autres organisations culturelles qui bourgeonnent, champignonnent, comme on dit là-bas, en période de prospérité. Et l'État n'a aucun moyen financier pour intervenir et pour vraiment aider à solidifier et à multiplier cette infrastructure culturelle. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'une culture et même une civilisation qui est entièrement à la remorque de bénéfices, vous pouvez imaginer les crises auxquelles elle est soumise. Mais justement, l'État ne dispose pas des moyens nécessaires. En réalité, le paradoxe américain est que, dans une très large mesure, c'est encore l'esprit capitaliste de l'entreprise individuelle du 19e siècle qui est considéré comme la règle sacro-sainte du jeu américain. En même temps que la multiplication des puissances et des formes de puissance modernes par la technologie et par le pouvoir formateur de civilisation
que l'électronique, la technologie a acquis, rend l'initiative privée à la fois incapable de faire face aux obligations auxquelles elle faisait très facilement face par ses largesses dans le passé, en même temps qu'il n'y a eu aucune modification de la nature de la société américaine qui permettrait, par des lois nouvelles, à l'État de remplacer, autrement dit, ces initiatives individuelles. L'Amérique demeure encore le pays de l'individu qui fait quelque chose pour son pays, ce qui n'est plus du tout suffisant parce qu'il y aura de moins en moins de elbow room, comme on dit là-bas, c'est-à-dire de liberté de mouvement pour les individus qui puissent bâtir indéfiniment des fortunes nécessaires pour bâtir une Amérique nouvelle sur le plan culturel. Or, l'Amérique n'a même pas les moyens de faire vivre un théâtre national. Voulez-vous qu'on essaie de voir les deux gros problèmes provoqués par cet état de choses, ou dont cet état de choses est la résultante, à savoir d'abord le problème capital de la jeunesse et deuxièmement le problème noir. Le problème de la jeunesse, c'est pour moi ceci, en deux mots, depuis quelques années, une dizaine à peine, tous les tabous moraux et moralisateurs sont tombés les uns après les autres. Les jeunes sont libres de faire ce qu'ils veulent, on ne les retient pas, on fait l'amour partout en Amérique, au vu et au su de tout le monde, tous les excès sont tolérés plus ou moins, et bien les jeunes se droguent. Pourquoi la jeunesse américaine se drogue ? Eh bien, parce que l'Américain et le jeune Américain, comme son père et comme son grand-père, a l'amour des solutions rapides. C'est un homme qui croit qu'il faut tout résoudre immédiatement et qui a en effet énormément résolu de problèmes dans sa vie, dans son histoire. L'Américain croit à ce qu'on appelle là-bas le gimmick. Le gimmick, c'est-à-dire le truc qui résout, le gadget qui résout. Il croit à la solution pragmatique immédiate de tout. Or, la drogue est évidemment la solution immédiate, parfaite de tout. Elle résout en apparence tous les problèmes avec une rapidité foudroyante. Elle vous donne un sentiment de maîtrise et de bonheur. Romain Gary, tout cela est vrai, mais n'est-ce pas au contraire le résultat d'un état d'esprit qui fait que désormais le jeune sait qu'il n'y a pas de solution? La jeunesse américaine est devenue une classe sociale économiquement extrêmement importante, elle est devenue une classe sociale en soi, mais elle n'a pas sa place dans la société parce qu'elle est à l'état avant d'entrer dans la société. Elle est devenue donc quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, une classe sociale prospère, non insérée. Non insérée pour une raison très simple, c'est qu'elle est très jeune d'abord. Elle ne peut donc pas encore être dans le coup entièrement au point de vue des structures sociales. Et deuxièmement, elle n'a aucune envie de s'insérer dans ces structures sociales préfabriquées parce qu'elle se rend compte que cela veut dire qu'un homme jeune d'aujourd'hui est inséré comme un jeton dans des circuits de distribution. Il y reste 50 ans, il en ressort sous forme de retraité et de cadavre. Il a pris conscience de ça, ça ne l'intéresse pas. Et en réalité, ce qui s'est passé en Amérique, c'est qu'elle nous a rejoints. Elle nous a rejoint l'Europe dans ce processus historique qui crée le doute, la culpabilité, l'angoisse et l'incompréhension. L'Amérique a été pendant 1 siècle et demi ou 2 siècles même de son histoire, le pays ferme, des certitudes, bien assis, bien installé. Eh bien, c'est fini. Et cette jeunesse s'en est rendue compte comment ? Parce qu'elle est entrée dans une époque de l'informatique. Aujourd'hui, tout ce qui vous arrive sur la gueule chaque fois que vous êtes exposé à l'information vous informe sur vous-même d'une manière que vous ne pouvez plus éluder. Alors là, vous êtes sommé de vous rendre compte de l'angoisse que représente aujourd'hui l'état d'être américain. Et tout ceci avec une liberté qui est unique au monde, bien entendu. Cette liberté américaine dépasse l'entendement, ça n'existe nulle part ailleurs. En ce sens que, par exemple, les lois américaines ne sont pas du tout faites pour condamner le coupable, mais pour protéger tout le monde, y compris le coupable. Par exemple, vous avez ce fameux Fifth Amendment qui vous permet de dire au juge ou à la police « Je refuse de répondre parce que ce que je dis risque d'être désavantageux pour moi ». Dans tous les États, le premier souci, ce n'est pas de servir la justice et de protéger les innocents,
mais de protéger tous les individus, quels qu'ils soient, y compris les coupables. Cela, à l'époque moderne, a abouti évidemment non plus à la liberté, mais à une véritable débauche libertaire. Et cela, en France, on ne le comprend pas. On assiste aujourd'hui à l'Amérique à une confrontation absolument incroyable de la liberté avec la justice. Il y a un conflit entre liberté et justice. C'est le seul pays au monde où ça s'est vu. Et cette liberté américaine va très loin. Les armes, tout le monde a le droit d'avoir des armes. C'est le droit sacré de l'Américain d'avoir un revolver. Vous pouvez acheter tout par la poste dans les grands magasins, les mitrailleuses et les bazookas. Ce qu'on n'a pas compris au moment du voyage de M. Pompidou à Chicago, c'est que l'Américain est caractérisé dans ce contexte de liberté, justement, peut-être fausse, peut-être fétichiste. L'Américain est caractérisé par le mépris le plus total pour tout ce qui se considère supérieur ou est considéré comme supérieur à lui. Autrement dit, être le président des États-Unis ne vous donne aucun droit à aucun respect. Être homme politique, être quoi que ce soit, ne vous permet pas de vous élever au-dessus de la foule. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez les politiciens américains en prise avec la foule, discussion avec la foule, j'en suis sûr, vous l'avez vu 1000 fois comme moi, ce qui apparaît immédiatement, c'est leur complexe d'infériorité envers la foule. Ils se sentent coupables de ne pas être de la foule et de parler d'en haut vers le bas dans la foule. Et c'est pour cela que dans la foule américaine, il y a un manque de respect absolument total pour tout ce qui est personnalité, quelle que soit, et j'ai pu le constater 20 fois quand j'étais consul général de France à Los Angeles. Oui, vous le dites d'ailleurs remarquablement dans votre livre, Chien blanc, c'est que vous interrogiez Bobby Kennedy pendant la campagne. Et ce qui vous avait frappé, c'est que précisément les précautions minimales n'avaient pas été prises, vous lui en avez parlé, et vous a répondu que, mon Dieu, c'est une loterie, je serai assassiné ou pas. Et il ne pouvait pas prendre des précautions parce que s'il allait dans la foule protégé par des gorilles, il était perdant électoralement. C'est impensable de faire une campagne électorale sous protection en Amérique. On s'imagine, quand on parle du problème noir, 1/9 de cette population qui vient de dépasser 204 millions d'habitants, que tous les Noirs sont d'accord entre eux et qu'ils forment une sorte de masse cohérente contre le blanc qui les opprime. C'est encore des images d'Épinal et encore des images d'Épinal très vieilles. Quelle est votre opinion du problème noir et surtout, disons ceci, y voyez-vous une solution qui soit satisfaisante pour les Noirs? Écoutez, je vais d'abord faire une remarque générale à propos du problème noir qui concerne l'Amérique. On ne peut pas extrapoler, il est totalement impossible d'extrapoler de l'Amérique d'aujourd'hui à l'Amérique d'ici 50 ans ou un siècle, alors qu'on pouvait le faire avec la France depuis pas mal de siècles déjà, grosso modo. L'Amérique est encore avant son point de fusion, de cristallisation historique, et il est totalement impossible de dire ce qu'il en sortira. Moi, je suis extrêmement optimiste parce que c'est le premier pays du monde, le premier pays dans l'histoire de l'humanité qui se pose collectivement le problème de ces crimes. Ça ne s'est jamais vu. Vous avez dit ça pour le Vietnam, on le voit pour le problème noir et pour tout le reste. L'Amérique a ceci d'extraordinaire et d'unique dans l'histoire qu'elle dit qu'elle se sent coupable. Or, moi je le dis et je le répéterai toujours, le premier signe d'une civilisation, c'est qu'elle se sent coupable envers l'homme. À ce sens, l'Amérique me donne tous les espoirs. Ça, c'est un pays à l'état aigu où quelque chose est en train de naître. Et de là, passons à la question que vous m'avez posée. Pour les Noirs, évidemment, il y a un problème pour les Noirs qui est très curieux. C'est que les masses américaines sont noires. Les masses noires sont ce qu'il y a de plus américain en Amérique. Et pour une raison plus traditionnellement américaine. Pour une raison très simple. C'est qu'ayant été mises de côté, oubliées par les grands courants éducatifs, les grands courants culturels, les grands courants intellectuels, autrement dit, mis à l'abri de la sophistication intellectuelle, elles sont restées traditionnellement à l'état de culture, si vous voulez, appelons ça culture élémentaire, des ancêtres américains et les plus proches de American Way of Life, c'est-à-dire ceux qui sont le plus attachés aux valeurs traditionnelles américaines, évidemment en mettant de côté l'avant-garde activiste. Première remarque. Mais deuxième remarque, ce que vous avez dit pour la variété des Noirs, au point de vue psychique,
politique, idéologique et philosophique même, est évidemment très vrai, et cela nous met tous dans le bain au point de vue raciste, parce que nous, quand nous voyons un noir américain, qu'est-ce que nous voyons d'abord? Et en dernier lieu, c'est sa peau noire. C'est absolument un réflexe extraordinaire. Et vous le savez aussi bien que moi, quand nous rencontrons des Noirs américains, nous avons tous tendance à leur parler du problème noir, par exemple. Il est très difficile de nous empêcher de le faire. Et nous oublions que le Noir américain a 1000 problèmes à lui qui ne sont pas du tout uniquement le problème noir. Nous le négligeons pour 9/10 de ce qu'il est, c'est-à-dire pas seulement un Noir. Mais je peux dire, en ce qui concerne l'avenir, que des 3 courants qui se dégagent, et qui sont, à mon avis, pas déterminants en ce qui concerne la formation de l'avenir. Premièrement, la République de la Nouvelle-Afrique, c'est-à-dire les 5 États du Sud, noirs, américains, indépendants ou autonomes par rapport à l'Amérique, c'est impensable, parce qu'un tel État, pour subsister, devrait être entièrement à la merci de l'Amérique blanche, plus que les Noirs ne le sont maintenant. Deuxièmement, l'Afrique, le retour en Afrique, même pour une minorité, n'en parlons pas. Et enfin, l'autre solution, celle de la révolution noire communiste, qui, à mon avis, ne tient pas debout par rapport à, comme je vous l'ai dit, la vocation profondément capitaliste des masses noires. Alors quoi? Alors, première chose, et j'ai dit dans Chien blanc, dans mon livre, une des grandes raisons de la ségrégation, c'est qu'il manque à l'Amérique une communauté de souffrance. Il manque aux Blancs américains et aux Noirs américains une communauté de souffrance, celle qui soude vraiment en profondeur des communautés humaines. Alors, on ne peut guère parler de l'avenir, parce qu'il est possible qu'il y ait précisément des cataclysmes qui créeraient cette communauté entre les Blancs et Noirs, militaires et autres, qui supprimeraient justement cette barrière par un mélange de sang au sens le plus élémentaire du monde. Et dans l'espoir où cette chose horrible ne se produirait pas, mon espoir à moi pour les masses américaines n'est pas extérieur. Il dérive de conclusions que j'ai eues après 1000 conversations avec mes amis noirs. La bataille américaine sur le plan des droits noirs commence à être livrée maintenant sur son propre terrain, quel que soit le background révolutionnaire, c'est-à-dire traditionnellement américain, de la campagne électorale et du pouvoir local politique. Et même Leroy Jones le dit lui-même. Les Noirs américains sont déjà peu à peu gagnants dans plusieurs localités, même très blanches dans le Sud. Ils vont avoir de plus en plus de positions politiques électorales très fortes qui sont en Amérique le facteur déterminant de tout. Autrement dit, de plus en plus, le psychisme devient politique, il devient même électoral. Et je ne crois pas à la guerre de race, au génocide, à quoi que ce soit en Amérique. Je crois à l'arrangement de plus en plus fort. Je ne crois pas à l'intégration au sens commun du mot. Je ne crois pas au mélange, par exemple, génétique, à la misgénation, comme ils disent là-bas. À cause de la pilule, le diaphragme, tout ça, c'est périmé. Mais je crois réellement que les deux communautés vont s'interpénétrer de plus en plus politiquement et psychiquement de façon à vraiment diminuer très fortement le problème et à le réduire. Après tout, vous avez 6 millions de juifs, et même plus, je crois, en Amérique, qui sont dans une grande mesure sans aucun problème. Et pourquoi n'auriez-vous pas, donc, 17 ou 18 millions de Noirs dans la même situation? N'oubliez pas que les Juifs, à leur arrivée, ont été accueillis par un antisémitisme et un racisme très tenace. Cela vous paraît un peu trop optimiste, j'en suis sûr, en ce moment, parce que nous vivons à l'état violent, mais étant donné que l'Amérique blanche est obligée d'évoluer et de changer, je vois mal comment ce changement peut ne pas englober la minorité noire. Je voudrais terminer simplement en rappelant que c'est dans Chien blanc que tous ces problèmes sont évoqués d'une manière évidemment, je dirais, plus charnelle, d'une manière pleine de verve. On y rencontre des personnages célèbres. C'est un livre de mémoire, un peu comme Promesse de l'aube, et que si nous nous sommes permis aujourd'hui d'extrapoler sur ce livre, c'est que précisément ce livre, sous forme de souvenir, est un portrait de l'Amérique comme aucun Français ne nous l'a livré depuis au moins un demi-siècle.
a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 juin 1970.